secrétaire général de la préfecture, mesdames et messieurs, en tant que président de la Chambre d'agriculture de la Vienne, je vous remercie de votre visite sur l'exploitation agricole de Véronique et Pascal, qui marque votre intérêt pour l'agriculture et les agriculteurs. Je les remercie pour la qualité de leur accueil et leur disponibilité. En tant que président de la Chambre d'agriculture, je me permets de vous sensibiliser sur la situation de notre agriculture. Je voudrais tout d'abord vous souligner la force et l'importance de l'agriculture de notre département. Quelques chiffres sur le département. La ferme Vienne, c'est 3500 exploitations, 475 000 hectares, soit 66% de la surface départementale, 10 000 emplois. La ferme Vienne, c'est le 4e rang au niveau national en surface grande culture, le 2e rang au niveau national en lait de chèvre, le 5e en production ovine et le 5e en production de melons. Ces chiffres en témoignent. La Vienne est un département agricole qui pèse au niveau national. L'agriculture est un pilier de la vie économique qui permet de maintenir le tissu social et dynamise l'activité du territoire. Soyons réalistes et conscients des difficultés. Les exploitations agricoles du département sont de plus en plus exposées aux risques et de plus en plus fragilisées. Je pense notamment aux risques liés au changement climatique, aux risques liés aux politiques agricoles souvent incohérentes, aux risques liés à la mondialisation des marchés, aux risques liés à la pression de plus en plus forte des contraintes réglementaires. Tant des négociations, de moratoires, d'états généraux, qui n'ont rien apporté à la résolution des problématiques connues dans le monde agricole. Je vais évoquer brièvement les enjeux majeurs pour l'agriculture de notre département. Le premier enjeu. Notre agriculture est indissociable de l'élevage, de par son histoire et le potentiel agronomique d'une grande partie de nos terres. On constate malheureusement une diminution drastique de l'élevage depuis de nombreuses années. Nous voulons arrêter l'hémorragie, retrouver le dynamisme de nos filières d'élevage. Comment allons-nous agir ensemble? Nous avons besoin de prix cohérents qui valorisent la qualité de la production tout en assurant un revenu décent aux agriculteurs. Cela passera par la protection de notre marché intérieur, fragilisé par les accords Mercosur, CETA, qui sont de réelles menaces. Mettons toute notre énergie à maintenir nos outils de transformation, de commercialisation. Mettons tout en œuvre pour alléger toutes les contraintes qui viennent scléroser, amputer, freiner notre dynamique. Dans ce contexte, la stratégie de la Chambre d'agriculture est de rendre son attractivité au métier d'éleveur. Le deuxième enjeu pour la Chambre d'agriculture est la mise en œuvre d'une gestion performante des installations et des transmissions. Nous savons que dans les décennies à venir, un agriculteur sur 2 du département va prendre sa retraite, ce qui va amplifier la problématique des installations et nous imposera d'anticiper et de réfléchir autrement sur l'accompagnement des projets d'installation avec l'ensemble de nos partenaires. Pour nous, le troisième enjeu déterminant pour l'agriculture, mais aussi pour le département, est la maîtrise de la ressource en eau. Je précise que nous ne manquons pas d'eau dans le département. Les aléas climatiques nous imposent d'avoir une gestion d'anticipation qui passera par des programmes d'aménagement des cours d'eau, d'unités de stockage et la création de zones tampons. Compte tenu de l'importance des enjeux, nous avons besoin de l'engagement de tous pour relever ce défi social et notamment de l'État. Volontairement, je n'évoque pas avec vous l'enjeu environnemental, où nous sommes, vous l'imaginez, en première ligne, notamment dans l'amélioration permanente de nos pratiques. Dans ce cadre, la Chambre d'agriculture, avec tous ses élus et ses conseillers, a mis en œuvre un large programme afin de répondre à cet enjeu majeur. Concernant l'actualité, il me faut bien sûr parler du décret ZNT, zone de non-traitement, paru en décembre dernier. Nous avons évalué sur le département de la Vienne que 10 000 hectares seraient classés en ZNT, dont 9 600 hectares avec un impact sur la production. Une mesure d'impact réalisée par la Chambre d'agriculture a estimé une perte de chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros. Messieurs les présidents, nous en appelons à votre réflexion. Pensez-vous qu'avec cette nouvelle réglementation, nuisible pour une agriculture en pleine mutation, était opportune? La Chambre d'agriculture de la Vienne
est ambitieuse et résolue pour un devenir meilleur du monde agricole du département. Et je voudrais vous faire part de ma volonté de faire du département de la Vienne un département pilote et référent au niveau régional, national, dans le domaine de la production animale. Résolument tourné vers l'avenir de notre agriculture, nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs et partenaires pour être le catalyseur d'une dynamique de croissance et une stratégie d'innovation dans un paysage en constante mutation, pour une agriculture citoyenne. En conclusion, permettez-moi de reprendre à mon compte une célèbre formule qui vous sera pas étrangère, en imaginant la stratégie de la Chambre d'agriculture, en vous disant « Le sillon est droit et profond, mais la terre est capricieuse. » Non, d'abord, merci de Madame et Monsieur Guérin et Monsieur le Président, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis ici à l'initiative d'un conseiller départemental que je crois connaître, le meilleur des cantons, et de Yves Boulou, sénateur du département. Vous voyez qu'on va du sud au nord, puisqu'on était à Montmorillon, on s'est arrêté au Futuroscope, et on est chez vous. On va saluer le secrétaire général de la préfecture qui m'accompagne, et le sous-préfet qui est là, et vous tous, mesdames et messieurs. Vous avez évoqué plusieurs sujets. D'abord, vous partagez, me semble-t-il, à la Chambre, je l'ai noté en même temps. D'abord, la question des prix. Il y a un sujet qui s'appelle Egalim. Il y a un sujet d'évaluation qui est en cours au Sénat autour d'Egalim. Il est, certains disent, encore trop tôt pour avoir une vision globale. Il n'empêche que les négociations qui sont en cours ne sont guère encourageantes sur l'effet Egalim. Sophie Primas a donc engagé et mis en place un observatoire au niveau de la Commission, et nous sommes engagés, le moment venu, à faire le texte de modification en lien avec l'ensemble des organisations agricoles dans leur diversité. Je le dis au Président parce que j'ai des contacts avec l'ensemble des organisations agricoles et Sophie Primas aussi. C'est le premier sujet Egalim. Le sujet Egalim aussi, c'est un sujet de relation, j'allais dire, entre le monde urbain et le monde rural, que vous avez appelé de vous. Et sur la question des zones de non-traitement, vous savez que dans Egalim, sur une proposition conjointe d'ailleurs d'une sénatrice de Charente, Madame Bonnefoy, et de Sophie Primas, nous avons privilégié la technique de la charte. Et pour donner des exemples, dans mon département, j'ai poussé à ce que nous ayons la signature d'une charte. Je viens d'être saisi par les chambres au plan national, le nouveau président, de circulaires en préparation sur l'application de la décision sur les zones de non-traitement. Si la rédaction reste là, j'avoue que c'est strictement incompréhensible et je pense qu'il y aura une crise assez profonde avec l'ensemble du monde agricole sur le sujet, parce qu'une partie, c'est manifestement des gens qui n'ont jamais suivi une tonne à traiter et qui n'ont jamais pris en compte. C'est des réalités que je vis autour de Rambouillet, que je connais assez bien. Et donc, c'est un sujet que nous sommes en train de traiter. Vous avez évoqué le foncier. Vous savez qu'il est question que nous ayons un texte sur le foncier. Et je pense que vous devez préparer, j'allais dire dans la profession, quelle pourrait être la nature de ce texte, sachant que les questions foncières varient en fonction du territoire. Et ça rejoint notre débat de ce midi sur la différenciation territoriale. Est-ce qu'on peut, j'allais dire, traiter le foncier de la même manière dans un territoire viticole ou dans des territoires, car vous avez la particularité, quand je regarde, parce qu'avant de venir, je me suis fait sortir le rapport de l'an dernier du Conseil général sur les zones intermédiaires. Il y a des réponses spécifiques à trouver sur les zones intermédiaires que vous êtes. Et donc, je crois que sur la question foncière, il faudra s'y préparer suffisamment en amont. Et que, par exemple, vous évoquiez la nature, vous avez dit 3100 ou 3500 d'exploitation, pour 900 d'élevage, c'est ça à peu près? Nous sommes à 1400 d'élevage, 1500 en spécialisation, et voilà, élevage bon. Donc ça, c'est le deuxième sujet sur lequel on est, je vous jure que
chaque fois que je rentre, je vais faire une note sur ce sujet. Un mot peut-être sur les... Vous avez dit il faut qu'on se protège. Il faut d'abord que l'Europe se protège aussi. Et donc nous ayons, quand on impose des normes nationales, qu'on ait le même niveau de normes. Or c'est vrai, nous avons surtransposé. Et depuis des années dans notre pays. Ça n'a pas commencé il y a 2 ans et demi. Soyons sincères, nous avons fait de la surtransposition. C'est ce sur quoi, d'ailleurs, la Commission est en train de travailler sur un texte pour réajuster. Alors, vous avez parlé CETA-Mercosur. Pour avoir rencontré il y a 2 semaines le commissaire européen en charge de la concurrence et des accords internationaux, Phil Hogan, qui est l'ancien commissaire à l'agriculture, un Irlandais, lui-même éleveur laitier d'origine, il me posait la question, pourquoi une majorité au Sénat ne voterait pas l'accord CETA? En l'état actuel, le Sénat n'a aucune majorité pour voter l'accord sur le CETA. Parce que nous pensons que c'est dissymétrique de ce qui est demandé. Alors, si on regarde, soyons sincères entre nous, l'accord CETA, aujourd'hui pour le secteur laitier, est bénéfique à la France. Non, mais la vérité, elle est là. Mais, au fond, on n'a pas de clause de garantie sur un certain nombre d'autres sujets. Sur la viande, c'est un autre sujet, mais le tonnage reste relativement limité, mais il n'y aura pas d'accord tant qu'on ne rééquilibrera pas l'accord. Et je vais vous faire une clause, j'allais dire, si le Sénat ne votait pas, ça retournerait à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas certain que l'Assemblée nationale dégagerait aujourd'hui une majorité pour voter le CETA. Il faut donc qu'on remette autour de la table. J'ai donc proposé à Phil Hogan, je viens de proposer à l'ambassadeur du Canada, qui a d'ailleurs commencé les réunions hier, vous le savez. Je suis parti parce qu'on échange aujourd'hui. Non mais, qu'elle a commencé pour que nous voyions ce que ne fait pas aujourd'hui l'exécutif, quelles conditions on peut reprendre langue avec les Canadiens. C'est l'objectif. Je peux simplement, mais sans trop m'avancer, parce qu'au Sénat, Jean-Pierre Raffarin, on se le rappelait ensemble, on dit jamais oui par discipline, jamais non par dogmatisme, et je suis certain qu'il n'y a pas de majorité pour voter le CETA. Mercosur, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Mais voilà, pour répondre un peu à vos préoccupations. On essaye donc. On a Egalim dans l'œil. Sur ZNT saisi, vous me rappelez, donc je considère que je suis aussi saisi par la profession. Nous devons, Madame Prima et moi, la semaine prochaine, je n'irai pas plus loin dans ce que je vais dire, faire des contre-propositions, j'allais dire de réflexion. Des crises, des pandémies qui existent partout. Que si nous, on ne protège pas notre potentiel agricole, on va être extraordinairement dépendant. Alors, il y a des bonnes opportunités, comme on en a sur le port en ce moment, mais ça, une bonne opportunité à un moment veut dire mauvaise opportunité à un autre moment, hein, parce que ça va dans un sens comme ça. Et donc, je pense que là, on a un vrai sujet national, c'est de voir comment on protège sur les territoires comme nous, agriculture intermédiaire, comment on protège une force agricole qui est au fond une force nationale. On est là dans une protection de notre sécurité alimentaire, parce qu'au fond, par rapport au niveau international, on est quand même à des niveaux de protection très élevés. Et donc là, il y a quelque chose, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Chine, partout, quand on voit ça, on se dit que le monde moderne, on est quand même très menacé par tout ça. Et donc les territoires comme les nôtres, avec des conditions de sécurité, ça vaut quand même de l'or. Donc c'est un patrimoine à protéger, hein. C'est un patrimoine de sécurité. Et notamment l'élevage caprin, il y a eu des efforts considérables, parce que vous avez affronté des crises aussi. Hein. Il y a Permettez-moi de vous dire qu'on est encore dedans. Permettez-moi de vous dire qu'on est encore dedans. Oui. On est en sous-réalisation sur les volumes, on est en perte d'effectifs d'installation. La transmission, l'installation est un vrai problème. Oui. On n'a pas de jeunes à l'installation, il y a des gros freins dans ce sens en termes de moyens financiers pour les jeunes installés, c'est trop onéreux. Et en termes de moyens techniques, on est très bien accompagné à la Vienne, il y a tout ce qu'il faut, on a tous les outils, et ça vous le savez mieux que nous. Sauf qu'aujourd'hui, vous parliez Egalim tout à l'heure, Egalim est un vrai frein à cela. On revendique aujourd'hui la filière, Véronique le sait, via la NICAP et la FNEC, revendique une hausse de prix du lait de 80 € la tonne, et on patine depuis 10 ans
10 ans, on n'y arrive pas. Sachant bien que notre taux d'emploi a augmenté de 3,5%. Donc, Voilà. Alors ça augmente, c'est certain, mais Et vous aviez raison. la différence Sur fait le que- français, le bleu, blanc, rouge est aujourd'hui estampillé sur la bûchette, sur le camembert et partout. Et les étrangers viennent chercher le bleu, blanc, rouge. Absolument. C'est une valeur sûre. Voilà, Mais il faut nous, pas- il faut que sur ça- les exploitations, ça revienne à malheureusement, l'agriculture. on n'en a aucun retour. On n'a pas le retour. Alors qu'Egalim était censé vous amener le retour, notre préoccupation aujourd'hui, c'est que le retour, il est peu visible. peu visible. Et comme Il y a vous pas avez été d'outil. dit tout à l'heure, malheureusement, même des réponses très négatives comme les repas végétariens dans les collectivités, les écoles. Il n'y a pas l'outil du retour. Comment on appréhende la notion de consultation du retour? préfet. Quel est l'outil? Il n'a pas été mis en place dans la loi Egalim, un outil pour Alors, contrôler c'est le ce retour. sur quoi vous travaillez, c'est notamment Raison, et qui suit ça, que tu connais, sénateur de la Haute-Saône, et Grémillet, qui connaissent bien tous les deux les secteurs de l'élevage, et notamment de l'école, et donc qui suit ça. Nous, on est preneurs de tout ça, parce que c'est vraiment un travail qui est actuellement conduit. Évaluer Egalim, et je pense que c'est d'ici la fin de cette année que nous aurons des décisions à prendre par rapport à Egalim. Voilà ce que je peux vous dire en l'état actuel. Sachant que sur la filière caprine, on a une filière où, et Jean-Pierre Raffarin l'a évoqué, vous savez qu'on a eu beaucoup de mal à imposer le tricolore. Il a fallu la crise du porc, je vous rappelle. Je pourrais vous raconter la crise du porc entre le marché cadran, et, puisque je l'ai vécu à l'époque, et le président national des chambres, Belin, vous avez appelé à la rescousse, et à l'époque, ça n'était pas autorisé au plan européen. On l'a fait dans des limites. Je pense que le tricolore est recherché par le consommateur. Mais il faut aussi qu'on l'éduque, parce qu'on est en train parfois d'avoir des attitudes du consommateur dans lequel, sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de mises en cause du monde agricole qui sont insupportables et inacceptables. Ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de l'interprofession caprine, pour y participer, on va dire qu'on fait des rencontres, on essaie de mettre en avant un dialogue, une communication pour justement ne pas avoir de problème avec tous ces gens qui pourraient casser la filière. Et ce qui fait qu'on est, on va dire, par exemple pour son bien-être animal, pour la mise à l'extérieur des animaux ou l'obligation de mettre tout en pâturage, bon, ça a été stoppé justement grâce à cette communication et cette ouverture, on a réussi à leur faire comprendre que parasitisme, c'était pas un bien-être animal. Donc là, il y a un dialogue qui a été réussi, on va dire. Je dis qu'il faut qu'on fasse attention, puisque j'étais président de la commission des affaires économiques quand on a eu à gérer l'ESB. Et j'ai eu à voir avec l'exécutif, je ne sais pas si vous vous souvenez, comment on éliminait ce qui venait des équarrissages. On en avait des montagnes complètes et matières. Donc, ça n'a pas été une mince affaire à gérer. Moi, je ne crois pas qu'il y a de miracle. Moi, j'ai une exploitation petite, et autour de moi, j'ai un classique, j'ai un haute qualité environnementale, et le troisième est bio. Et le bio est aussi un grand professionnel. Je crois que peuvent cohabiter plusieurs formes d'agriculture sans les opposer les unes aux autres. Voilà, Je me permets de le dire Elles comme sont je le pense. complémentaires. Et je pense qu'elles sont utiles. Et elles apportent des solutions les unes les autres. Et que l'avenir d'agriculture, c'est pas uniquement, comme on l'entend parfois, les circuits courts. Ça va bien quand on a 12 millions d'habitants, comme j'allais dire pour les agriculteurs autour de Rambouillet. C'est moins vrai quand vous êtes dans le fin fond de l'Indre. Mais la réalité. Attendez, je vous le dis parce que je le vis. On a monté un atelier de découpe. Je suis toujours élu de ce territoire. On a monté un atelier de découpe pour favoriser notamment des jeunes agriculteurs qui retrouvaient la voie de l'élevage qui avait disparu, y compris le pâturage sur chaume, alternative à un certain nombre de choses. Il faut qu'on fasse attention parce que on confond bio, agriculture labellisée. Je ne fais pas de dessin, vous connaissez ça mieux que moi. Hein. Et sur le circuit court, notre problème dans le lait, c'est quelquefois le litre allemand, il arrive à Paris moins cher que le litre. Alors- Et donc, au fond, notre problème, c'est souvent le circuit long.